Bon après-midi à tous. Désolé pour le petit retard. J'étais un peu préoccupé. Good afternoon, everybody. Welcome to another episode of Photography with me. Today is going to be, for a little while at least, our last Saturday episode. Doesn't mean that I'm not going to be doing the weekly challenges. Absolutely not. I'm going to continue doing them. I'm just going to incorporate it in my Friday afternoon episodes. Welcome, Mark. Bienvenue, Annick, à la chaîne encore une autre fois. Merci pour votre support. Lynn, hello. Salut, ça va? Welcome, Lynn, to another episode here. And this week is going to be our 8th weekly challenge, which means now we've been in confinement almost 9 weeks. 9 or is it 10 weeks? I forget. At least for me, I think it was 9. I think it's 9 weeks now. Yeah, because I started the episodes after the first week that we were sent home. As you all know, or you might have heard, the shop will be opening up Monday next week. Pour ceux qui ne savent pas déjà, probablement vous savez déjà, Gosselin Photo, où ce que je travaille, va réouvrir lundi prochain. Et puis justement, à cause des changements d'horaire, il va falloir que je change aussi l'horaire de mes diffusions en direct. C'est-à-dire que je vais rapetisser ça pour l'instant à 2 épisodes par semaine. Et je vais continuer à faire aussi des épisodes préenregistrés, où je vais réduire une nouvelle partie qui va être des épisodes préenregistrés. Autant aussi que je vais partir aussi la partie podcast aussi en même temps. Fait que ça va être un peu plus dynamique. Puis pour ceux qui veulent écouter qui veut m'entendre sur leur radio dans l'auto pendant qu'ils se voyagent entre travail et maison ou comme qu'ils veulent, ils vont pouvoir faire ça aussi. So basically what I'm going to be doing is I'm going to be changing a little bit of the format of the live stream here. I've cut it down to 2 episodes per week now. I'm going to do one on Tuesday evening at 7, between 7 and 7:30. And I'm going to do the analysis and introduction of the new challenge or weekly challenge on the Friday afternoon. I'll be at the store for now regularly Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday. I'll be doing my group classes online for Gosselin on the Thursday and Friday evenings, possibly also the Saturdays. So that's why I've had to cut the live feeds down, which will give me more time also to create more organized, more precise recorded episodes. But don't worry, we will continue. I will keep the Facebook group going. I will keep the weekly challenges going. What it'll do is it'll add the pre-recorded episodes, video episodes, and also I'm going to be introducing my podcast for those of you who miss the original videos. I'll possibly have them converted also to podcast that you'll be able to listen to them over your car radio on your way to work or from home on your way from work to home. However you like. This week's episode, or I should say this week's, this week's weekly challenge, I have called us to, and you'll notice also if you have a look at the Facebook group, Mark, thank you for your constant reminders. I have created the album in advance, and I've also created the post topic. You'll notice that the title of this week's challenge is Capturing Shadows. As far as, and I've picked out a couple of websites that you can also have a look at if you need some ideas on photographing shadows. But you know, when we talk about photography, a lot of times we're talking about capturing the light and capturing, having enough light for the exposure. C'est-à-dire que souvent quand on parle de la photographie, on parle toujours en fonction de la lumière.
Mais la photographie peut aussi être l'absence de la lumière. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher. Puis justement, le thème cette semaine pour notre défi, c'est capturer les ombrages. OK? Fait que justement, j'ai été chercher quelques sites web qui ont déjà des articles sur le sujet de le thème de ombrage et comment aller les chercher. On va regarder quelques trucs et astuces que j'ai trouvés sur le site web de fixthephoto.com je trouvais que quand même ça avait été c'était un article qui était quand même assez complet en fonction des astuces. Justement, donne-moi une petite seconde. J'ai oublié d'ajouter quelque chose ici. Ça se peut, je sais pas si vous avez de lag sur votre côté à vous. Oh my god, Annick, en famille à part de ça? Oh boy. Annick's whole family is watching me now. I wonder if she means extended family or just her immediate family. Just a second. What am I looking? Oh yes, I need this. C'est ça les astuces. Control-C. Je vais voir juste si je peux aussi avoir en même temps le... Attendez 2 petites secondes. Oui, parfait, ça a marché, merveilleux. OK, parfait. Fait que, justement, ici, je vais juste voir ici. Voilà. I'm gonna switch my cameras over to... There we go. There's our screen capture. We'll make this a little bit bigger. Fait que si on regarde ici, première astuce en temps de comment on peut aller chercher les ombrages. Puis ombrage aussi veut dire aussi peut-être prendre un sujet en contre-jour. Here we're looking at this particular tip here in photographing shadows. You can use the light of the golden hour and shooting your subject in as we say contre-jour as being backlit. So being on the side of opposite where the light is coming from and shooting a silhouette or a shadowed version of your subject. But in this particular example here, we're shooting the photo in color and we're using the beautiful warm golden light of the sunset to light our subject. So here, ici, qu'est-ce l'astuce ici, c'est peut-être d'utiliser un coucher de soleil qui rentre par la fenêtre pour photographier un sujet, peu importe le sujet que vous décidez à avoir, mais d'utiliser ce temps-là, puis l'heure dorée en temps normal, c'est réellement quand le soleil est rendu 6 degrés au-dessus du horizon et plus bas. N'oubliez pas aussi que si vous, après l'heure dorée, vous avez aussi qu'est-ce qu'on appelle l'heure bleue, où ce que vous avez perdu un éclairage en temps normal pour faire cette photo-là. Et si jamais vous voulez savoir exactement quand est-ce que cette heure dorée-là va apparaître, vous pouvez toujours y aller à le site web qui s'appelle... Attends, voyons, est-tu là déjà? Non. Photographer. Maris, celui-là ici, desktop. Fait que justement, cette site web-là, quand vous rentrez dans l'appli du web, je vais vous le montrer exactement. Et je sais que j'ai pas mis tous les détails encore pour tous les sites web que j'utilise dans tous les épisodes. Je suis un peu en retard pour ça, mais je vais tout, à fur et à mesure, je vais tranquillement les mettre tous à jour pour que vous pouvez voir de où viennent ces sites-là. Mais justement, le site web de Photographers Ephemeris, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te permet d'aller chercher justement quand est-ce que le soleil va se coucher. Vous avez juste besoin, dans le cas ici, de
insérez votre ville et sa carte. Oh, sa carte devrait. Voyons. Attends. Toujours quand je veux que je veux montrer que notre. Voyons. Ok, peut-être. Peut-être c'est la façon que j'ai inscrit. There we go. Et voilà. Puis il a tout de suite été cherché. C'est drôle, il a été cherché tout de suite la province. So the Photographer's Ephemeris is one of the websites that I use when I want to precisely when I want to plan an excursion that I want to a photo excursion that I want to go on, to find out when the best times are for sunrise, sunset, moonrise, moonset, and so on and so forth. And also sometimes when I'm using, like tonight, I'm going to be going out on a little excursion myself, where we're going to be shooting some star landscapes with star fields, meaning night skies in landscape with the stars and all. I would use this website over here, the Photographer's Ephemeris, which also has an app for that you can install on your phone for the iOS and also for your Android telephones. And I mean, for this it's fantastic because I can even, so if I look here, the actual sunset here is, so this is my sunset, this is my moon, and you'll notice here that actually we're in the phase of the moon where it's a new moon this evening. So if you do want to go out and do some astrophotography, tonight's a fantastic time to do it. Aside from the fact that the weather is going to be perfect for that too. But if you want to use that golden light, you have to be on the side of the setting sun, wherever it is that you're placing yourself, and you have to be opposite the sun, so that you can capture your subject as a silhouette or as a or using that contre-jour, that light that lights up your subject. So again, the Photographer's Ephemeris for the finding out when the best time to shoot your, this should be this one here, yeah. When you want to shoot your photo as using that warm golden light from our natural star within our solar system. Another, taking your photos in bright daylight. So typically, you have to change your vantage point to be able to capture the shadows themselves, but use the brightest part of the day, which is usually anywhere between 11 and 1 o'clock in the afternoon. That's when the sun is at its highest peak in our skies. Not necessarily. I mean, we still are at the 45th latitude on our globe, but still, as far as how high the sun will reach, those are the hours where the sun is best for capturing those. And this is a beautiful aerial shot with the camels, and you can see their shadows. What you're looking at here are the shadows, the large shadows of the camels on their little voyage de où ils s'en vont. Vous voyez ici, c'est tous les ombrages. Puis justement, ce qu'on pourrait faire, c'est l'agrandir. Puis, vous voyez, vous avez les ombrages de les chameaux ici. C'est même pratiquement, c'est très difficile de voir la différence où est le chameau et où est l'ombrage. Mais quand même, ça, ben écoute, vous pourriez essayer de voir si vous pourriez faire ça avec des fourmis. Subject that you could use to replace, because obviously we can't do any aerials of camels over here, but one thing that you could probably use in this particular case are insects or ants, and get the same particular example of this and shoot it using your macro lens. Now you're doing macro and capturing
shadows of those elements there. So, c'est une autre façon de voir et c'est une autre façon de faire ce style de photographie-là. On va retourner. C'est sûr et certain, une des plus faciles façons de capturer les ombrages, c'est d'utiliser une lumière, un éclairage artificiel, c'est-à-dire utiliser des flashs, utiliser de la lumière continue, puis expérimenter avec différentes, euh, disons qu'on peut dire des masques devant la lumière pour créer les ombrages comme vous voyez dans la photo de droite, où ce que vous avez les lignées c'est un filtre, c'est une masse qui a été mise devant la source de lumière, que ça soit continu ou flash. Je t'avoue que normalement, moi je trouve souvent, visuellement, c'est plus facile d'utiliser la lumière continue. Pour l'efficacité de la lumière, moi je trouve quand même que le flash est beaucoup plus puissant, beaucoup plus facile. Il faut juste imaginer comment, tu sais, il faut faire certains essais pour imaginer comment est-ce que la lumière va reproduire sur le sujet. Comme exemple, pour être sûr qu'une des yeux tombe dans une des excusez, dans une des lignées d'ombrage ici. Mark is also right. You can also use what we call a gobo. And basically a gobo is I don't have one here close to me, but I have one in my kit for my V1 flash. It's basically like a honeycomb that you can put in front of your flash. Godox for their flashes they're magnetic, so it's really easy to use and switch. Here we're looking at the shadows casted by that light source that's just above the subject, still facing the subject, but ici on voit très bien que l'ombrage nous montre que ça vient du haut devant le sujet. Puis c'est une lumière quand même assez dure parce qu'on voit très bien que l'ombrage qui est derrière le modèle est très bien coupé. Fait que ça, c'est une autre façon de le faire aussi. Vous pouvez, en utilisant des flashs ou de la lumière justement continue, you can always go into using the different types of lighting that we use when we do portraits, when we do studio work. In this particular case here, we're looking at this particular, what we call this light here is really called the Rembrandt. But here we're talking about difference between split and Rembrandt. Rembrandt, what we're looking for, and I spoke about this actually in one of my classes was yesterday, actually last night. Rembrandt is you want to get that triangle under the eye on the shadow side of the face. Having a split lighting would typically mean that you're lighting only one side of the face and the other side is completely engulfed in darkness. Okay, so this is another way that you can play with shadows using studio lighting, whether it be flash or continuous lighting. You can use different types, and when we talk about studio, whether it's whether it's continuous lighting or whether it's flash, it's playing around with those shadows, different ways of lighting the face to be able to get different features of the face. This is a fantastic way of playing with the shadows too. You can use, and I mean, if you don't have flash, fine, just use regular lamps, continuous lighting. Si vous n'avez pas nécessairement l'éclairage flash en temps normal, va chercher un lampadaire avec une ampoule, puis utilise la lumière incandescente continue. Ici, un autre, souvent, quand on va, écoute, c'est bien beau d'utiliser les modes automatiques puis semi-automatiques, mais je t'avoue que pour apprendre la photo puis réellement créer tes ombrages, c'est bien plus facile, je trouve, quand on utilise l'appareil photo en mode manuel, parce que c'est là où vous allez voir vraiment le posemètre quand il est sous-exposé ou surexposé. Mais sinon, vous pourriez toujours utiliser la compensation d'exposition
en temps normal aussi. Mais des fois, c'est plus facile à se perdre dans les modes automatiques parce que l'appareil photo est toujours en train d'essayer de se compenser pour avoir la bonne quantité de lumière. Et n'oubliez pas, the subject here is really, we want to shoot shadows, we want to shoot differences in lighting and not necessarily have a perfect exposure every time. There's nothing wrong with underexposing an image, and there's also nothing wrong with overexposing an image. But in the end, you have to do it on purpose for a reason. But knowing the reason and how to do it, that's what mastering photography and mastering light is all about. So a good example here is to shoot in manual, just to learn your lighting. Another example here we have is using a very low ISO so that you get a dark exposure, okay, and compensating. In this particular case, also black and white works really well because here you see you really see the difference between that dark absence of light versus that presence of light in what's really well exposed. And in this particular case here, you could do this by using a low ISO setting, but metering and getting your light reading off of only rather than using your evaluative metering or your central, what's it called, center weighted metering, using a spot and just spotting one part of the face where you know that you're going to have that right exposure, so that the rest over here becomes dark and in the shadow itself. That's another way that you can do that. So ici, oh excusez, c'est vrai. Fait qu'ici, qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est vraiment d'utiliser une base ISO où ce que et puis en sous-exposant, c'est là où ce que vous allez avoir moins de bruit en tant que tel. Ça va être beaucoup plus fin, puis les ombrages vont sortir beaucoup plus précises et beaucoup plus nettes que peut-être un ISO qui est plus élevé. Mais l'autre chose aussi que vous pourriez faire aussi, c'est d'aller chercher vraiment, cherche un gris en temps normal qui serait dans ce cas ici, ça serait dans ce coin ici, en dessous de l'œil de son œil droite. Excusez. Et puis, c'est là où ce que vous allez voir vraiment la différence entre qu'est-ce qui est surexposé ici dans son pot versus qu'est-ce qui est totalement couvert par l'ombrage. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser des réflecteurs pour balancer tes ombrages qui sont causés par, dans ce cas ici, le photographe est devant la porte en plein soleil en plein soleil, je veux dire, où est-ce qu'elle est placée, le sujet, et puis en utilisant le réflecteur, ça l'adoucit. Fait que, c'est pas juste d'avoir genre un ombrage fort et avoir un lumière fort non plus. Vous pouvez balancer vos ombrages en fonction de réflecteurs. Et puis, si vous n'avez pas de réflecteur, écoute, un réflecteur peut être autant un morceau de papier que qu'est-ce qu'on appelle un foam core. I have 3 or 4 different reflectors of different sizes and different colors and so on and so forth, and shapes also. But sometimes I'm just too lazy to take things out of their cases or whatever. I have a couple of foam cores, white foam cores, lying around the office, lying around the studio here, where I could just use that to reflect, just to take out that harsh shadowing that's caused. Just because the subject is capturing shadows doesn't mean that the shadows have to be ultimately overwhelming or intimidating. But I hope that this challenge will also kind of point you in the right direction to control your lighting, to control your shadows, and the differences in lighting that you can get in different circumstances of lighting. Here,
Wait a minute. Okay, oh, sorry. You're. Okay, so here, just be careful that when you're shooting in bright light where you have effectively harsh shadows, that your shadows are not coming from your lens hood. Now, typically, the way that lens hoods are built, they should not be impeding on your image uh, directly because, and that's exactly. I don't have one with me right now, or do I? Where's my 16? Just give me a second. Let me step away for just a moment. My 1635. So, and that's another thing that's very important too is that when it comes to lens hoods, a lot of times when people install them on your lens, they're not perfectly attached. And that what that'll create is you'll notice that on this particular lens here, okay, it's the lens hood is cut out on the short side of your frame. And the reason for that is because being that this is a zoom, it's a variable focal length. When it's at 16 millimeters, if we were to have a full circumference here on the lens hood, we would be getting a vignette. So you'd be getting dark triangles on either corner, on all four corners, because the lens is wider than what. So typically, what you want to do is you want to make sure that your lens hood is properly. Well, this one, mind you, this is a slightly. There we go. It's got to click into place to make sure that it's properly aligned so that your corners are not vignetted by your lens hood. Tout que je dis ici, c'est que, tout qu'est-ce qu'on on annonce ici, c'est que typiquement, quand vous utilisez des zooms et que vous avez les pare-soleils, les pare-soleils sont découpés pour une raison. Et la raison, c'est pourquoi, je veux dire, c'est pour la raison que s'il aurait été tout complet, complètement, parfaitement circulaire, et que ça soit tout à niveau partout, pour cet objectif-là, qui est une 16-35, rendu à 16 mm, on verrait les ombrages qui viennent de le pare-soleil. Et puis, ça, pour moi, je t'avoue que, à part que l'effet que je suis très fort sur les filtres de protecteurs, qui sont des filtres clairs, je suis aussi de l'école de pensée que si votre objectif porte une pare-soleil, vous devez toujours l'utiliser. Pour deux raisons. Ça protège de la lumière parasite qui rentre par les côtés. Et deuxièmement, à part d'avoir le filtre que je peux quand même toucher, le filtre sans abîmer le premier élément de mon objectif, lui protège des impacts. Fait que, vous avez deux niveaux de protection ici. What I'm saying here is that I come from an old school of thought where it's been 40 odd years I've been doing photography, so I've learned from some very how can I say some very the dinosaur generation. Where we were limited in how we could do our photography. But as much as I am very, very much for having clear filters on my lenses to protect that first element, having the lens hood protects the lens from any impact it might receive banging into a door frame, banging into a railing, banging into a corner of a table. This will protect the lens doubly as much as your filter. And for those of you out there who might argue that, yeah, but why would I put an $80 filter on a $3,000 lens? Well, because typically if something happens to that $3,000 lens, I would say 90% of all of the companies out there will not repair the lens because the cost of repair is 5 times the actual cost of fabrication. When you talk about the hours it takes to disassemble the lens, then replace the element, and then you have to realign all of those elements
in consequence of that one element you changed, it changes everything. And most of the time, these companies will turn around and say, you know what, it's first, it's not covered under warranty, that impact, and secondly, replace the lens. It's cheaper to replace the lens than it is to repair the lens. That's basically my stand on filters and lens hoods. Also, don't forget. Yes, there are different types of filters that can introduce different types of effects with your photography in daylight photography. One of the ones that we use, not constantly, but frequently, is what we call a polarizer. Although personally, I don't use polarizers when it comes to portrait photography because I find that it removes too much detail on the skin. Si vous, dépendant quelle sorte de sujet que vous prenez en photo en fonction de les ombrages et tout, n'oubliez pas que vous avez certains filtres qui peuvent aider à saturer les couleurs, désaturer les couleurs. Particulièrement, vous avez aussi le polarisant qui enlève les réflexions dans des surfaces transparentes. Personnellement, j'aime pas l'utiliser dans les photos de portrait parce que je trouve que ça plastifie la texture de la face en temps normal. Mais il n'y a rien qui t'empêche de l'utiliser si vous prenez genre un sujet avec un ciel bleu, que vous voulez que le ciel bleu soit plus bleu encore. Mais encore, n'oubliez pas la thème de cette semaine, c'est vraiment capturer les ombrages. OK? Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez toujours le chat que vous pouvez m'envoyer des messages. Aussi, n'ignorez pas votre flash, votre Cobra. Otherwise, don't forget also that you can always use your speed light in no matter what lighting you're using. You can, use it to counter very, very bright sunlight. But the idea is that also that if you don't have bright enough sunlight to create the shadow you're looking for, you can always use the speed light. Or even if you don't have a speed light, don't worry about it. Some of you or most of you might have an integrated flash. Use your integrated flash. That should help too. Excuse me, juste pour vous dire, vous pourriez utiliser aussi si vous n'avez pas de Cobra, pour mettre sur votre appareil, vous avez toujours le flash intégré que vous pouvez utiliser. Et des fois, même mettre différents matériels devant votre flash pour changer les couleurs, pour avoir justement, comme qu'on a vu dans la photo, ce qu'il y avait les 3 couleurs dans les ombrages, bien, vous pouvez mettre des gels colorés ou des tissus colorés où ce que la lumière où ce que ça va changer la couleur de la lumière en entière. Utilise les ombrages des arbres. C'est un autre bon exemple que vous pouvez utiliser. Prenez des arbres en silhouette. Ça crée des très, très belles et intéressants ombrages. Ici, on a même une photo d'un arbre ici, mais vous avez aussi des gens qui sont peut-être sur le trottoir en contre-jour avec le soleil qui éclaire le mur. Vous pouvez aussi, ceux qui veulent être un peu plus aventurieux, vous pourriez utiliser des patterns d'ombrage sur le corps d'un humain qui marchent très bien. Pour cacher les zones intimes de la personne, mais ça marche très bien aussi en histoire d'éclairage. Vous avez aussi les produits à la maison, c'est-à-dire cutlery. You can use cutlery as examples or to create your shadows as they are completely opaque, so the light won't pass through them. Depending on how strong your light is and how direct your light is will control the quality of that shadow that you're creating, whether it be diffused
or soft, I should say, versus something that's like these forks over here that are shot probably either in a continuous light, well, I mean, in an artificial light, or even probably also in a sunlight or ray of sunlight, which makes very, very great shadows in this particular case. Des fourchettes, des cuillères, des ustensiles en tant que tels. Cherchez dans votre cuisine différentes choses que vous pouvez utiliser, des assiettes, des bols, comme vous voulez. Cherche des ombrages qui sont un peu plus abstraits. Try finding some abstract cast shadows that are cast on elements around. In this particular case, this one looks like it's a pagoda. Under the pagoda, the different members are the way that they're positioned in not consequence, but angle to the sun creates different angles of shadows, also different size of shadows. If you look at the one here down in the bottom versus these cross members up here on the top. So, tu sais, puis va chercher les ombrages voyons, qui attirent ton œil. Parce que si ton œil est attiré, c'est sûr et certain, le visionneur qui va regarder la photo va être attiré par ces lignes et ces ombrages-là. Vous pouvez utiliser l'ombrage en fonction d'avoir... ici, c'est en passant, ça c'est un parfait exemple de qu'est-ce qu'on appelle un éclairage éclipsé. This is a perfect example of split lighting. So here we have a single light source on the left side of this subject, right side for us, and absolutely no light whatsoever on the right side of the subject, left side for us. So you can see the terminator right here of that light and dark side of the face. This is a beautiful example of an image, and we'll look at more examples in a minute. I pulled some up that you can have a look at too from Pinterest, which is a beautiful site when it comes to looking for ideas. You can use a film camera if you like. It'll take you longer to produce the photo, of course. But film to digital today, it was very different the way we did photography with film because of the fact that there was so much more limitation with film. We had to work within the constraints of those films themselves and the cameras themselves. When I look at my Minolta XD11, I'll bring it out next time around to show you, but we don't have the same number of f-stops, we don't have the same number of shutter speeds, and your ISO was always fixed to whatever your film was. So, with the evolution of photography through the digital and electronic evolution, now we can adjust within thirds of a stop compared to whole stops or half stops that we used to have with film cameras because they were in themselves mechanical more than they were electronic. Vous pouvez, si vous voulez, en fonction de la thème, utiliser les concepts d'appareil photo de pellicule. Je t'avoue que ici, quand même que la photo est en noir et blanc aussi, mais on était beaucoup plus limité à qu'est-ce qu'on pouvait faire en photographie en fonction de les équipements, parce que les équipements étaient plus mécaniques qu'ils étaient électroniques, et puis il n'y avait pas aussi la précision en contrôle de le triangle d'exposition qu'on a aujourd'hui avec la numérique. Ici, dans ce cas ici, met l'emphase sur vos ombres. Pas nécessairement sur les sujets en temps réel. Puis, quand on s'en va chercher justement les silhouettes qu'on voit ici, vous voyez comment est-ce que le rayon du soleil, le rayon de lumière du soleil sort plus en évidence. If you look here, you're focusing more on the shadows themselves. Also, in essence, makes you focus on the quality of light that you're using. Here we see that even though our subjects here are completely obscured,
look at that ray of sunshine passing through those trees in that opening here in the canopy. Uh, these are the types of things, and the space that you're using. When you see these shadows, it really, really, really adds a whole other dimension to your photograph. Emphasize the subject using your shadows. In this particular case here, this looks like a. Oh, no, I think it. I think it is. No, I think it is a model. But notice how the and this is actually probably being used with a gobo that Mark was explaining, that Mark had mentioned in the chat, is that there's a mask in front of this light source, and we set it up so that it really looks like those lines of light are coming from that right eye of the subject. So use those shadows, use those contrasts to really emphasize elements of your subject, whether it be eyes, nose, mouth, the different features of the face. Use those shadows to put more emphasis on those features. Ici, le photographe a utilisé un masque par-dessus sa source de lumière pour être capable de... Puis je veux dire, un masque, c'est très facile à créer. Vous avez juste besoin de prendre une carton puis faire des lignes dedans, découper, puis voilà, vous avez une masque. Puis après ça, l'ajuster en fonction de comment est-ce que vous... Quel élément de la face que vous voulez... peu importe que c'est une face ou que c'est un sujet en tant que tel, mais ajuster la façon que ces rayons de lumière-là mettent l'emphase sur les différents éléments de votre sujet. Ici, nous avons open work patterns. Ça, c'est une autre façon de... puis ça peut être autant que un toile en soie avec une pattern qui est collé dessus ou embrodé sur le tissu en temps réel, et puis la qualité d'avoir cet ombrage très doux vient de l'effet que ça vient de le matériel que vous avez mis par-dessus la source de lumière. En ville, écoute, ici, on voit l'espace négatif qui est l'espace très, très, très foncé versus l'espace qui est beaucoup plus positif, c'est-à-dire que le rayon de lumière ici sur les escaliers là, les rayons de lumière ici, tout où ce qu'il y a plus ou moins les gens sont quand même dans le rayon de la lumière, tandis que tout ce qui est à l'extérieur devient beaucoup plus mystérieux. Fait que, voici certains exemples que vous pouvez utiliser dans le défi hebdomadaire de cette semaine. Si vous en voulez d'autres, Pinterest est un très bon site pour avoir justement... vous avez juste besoin de faire ici, j'ai fait directement Shadow Photography Project Ideas, et puis déjà ça sort toutes sortes d'exemples d'avoir la silhouette d'une grenouille sur le dessus d'une feuille, puis qu'on prenne la photo par en dessous. Vous avez toujours ici, ça c'est quand même intéressant de voir le monsieur ici qui prend la main de l'ombrage de la fille ici, qui est un peu comme genre son esprit. Here's another example of using your shadows. So we took a filter here, photographed it with the light on the opposite side of the filter, and the reflection into the binding of the book creates a heart. Same thing over here using the handle of the teacup. I mean, there's so many different things that you can do when it comes to shadows that makes it that much more interesting. If we look at this image here, and hold on, where did it go?
I clicked on it, but wait a minute. Using glasses, transparent objects. So here we have transparent objects filled at different levels. Look at the different starlights that it gives out on the shadow in the shadowed section of the glass itself, opposite of where the light is coming from. So the idea is really that it's to be able to see your light, and I really want to see what you guys can come up with. Je veux vraiment voir qu'est-ce que vous pourriez sortir. Tu sais, regarde les lunettes ici, je sais pas si elle va sortir. Oui, il va sortir. Regardez les ombrages créés par ces deux paires de lunettes là. Euh, you know, j'en ai beaucoup d'attrapage à faire maintenant, moi-même là, avec les défis hebdomadaires. I've got so much catching up to do with the challenges. I gotta try to put some time. Hopefully, having this little break of cutting down these live feeds will give me that much more time that I can do some more images with my even with my kids too, to incorporate them into the projects themselves. Here's another look at the shadows here. And when I talk about the shadows, I'm talking about the repetitive shadow here in the bottoms of the glasses. It's all quality of light, and it'll help you see that light better, easier, and faster. Ça va vous aider justement à voir la lumière et comprendre comment est-ce que la lumière se projette quand on veut capturer la photo en temps réel. Tu sais, la fourchette, si on regarde cette fourchette-là, la façon qui est placée et la façon que la lumière est placée, ça fait comme une genre de, comment est-ce qu'on dit? Ben justement, harp. Mark will come up. I'm sure Mark will give me the answer in a moment. But, I mean, these are perfect examples. I've got another one over here. Shadow photography, photographie d'ombre. Regardez comment est-ce que ça... regarde ici, dans la sable ou dans la terre du jardin, si vous êtes en train de faire votre jardinage, ben là, vous pouvez dessiner des faces dans la terre ou dans le sable. Puis après ça, utilisez vos propres ombrages pour réussir la photo telle que vous voyez là. Tu sais, l'autre chose, ça serait aussi d'enlever le sujet complètement puis aller chercher juste les ombrages. Regardez l'arbre. Les arbres sont tellement faciles à photographier. Non, c'est sûr et certain, si vous photographiez à l'extérieur en journée, je t'avoue que vous allez avoir des meilleurs ombrages. Non, quand je parle de meilleur, non, c'est pas vrai. Mais meilleur, c'est relatif. Mais dépendant quelle heure que vous prenez vos photos d'ombrage, plus que vous êtes en matinée et en soirée, plus que tes ombrages vont être énormes. Merci Marc. Un harpe. Un harpe. Harpe, oui, harpe. En tout cas, plus que vous êtes en train de photographier durant le milieu de la journée, exemple, 10h30, 11h, à 1h30, je dirais 1h30, c'est là où tes ombrages vont être plus fortes. Ils seront plus petits, mais plus fortes, plus sombres. So here what I'm just saying is that when you're looking at these photos over here, like the camels in this particular image back here, this one and this one over here was shot mainly either in the beginning of the day or towards the end of the day. Because, and again, there's another shot at you flat earthers out there. For those of you who might be flat earthers, block your ears. The fact that this works proves that we live on a globe and not on a flat surface. Closer you are to the golden hour, closer you are to the sun setting or the rising of the sun, because we're on a globe and we have an atmosphere, this is what creates our shadows, where they become more diffuse and longer towards these periods of time, where we're talking about the rising of the sun and the setting of the sun. More that you're closer to midday,
that's when the sun is at its highest over our skies. That is also where the atmosphere is at its narrowest. Therefore, your shadows tend to be much more emphasized, much darker, and very short because the light of the sun is not passing through as much atmosphere as if it was passing from angled angled sides of the Earth, where you have that curvature of the Earth in the atmosphere. Okay, so and that's exactly what leads to the blue and the orange light passing in the morning and in the evening, is because the atmosphere is the light that's coming through us, is coming towards us, is passing through that curve rather than straight through the atmosphere directly above us. But I mean, look at this beautiful, look at the beautiful here, the zebra, and how long this shadow is. This was taken very close to the actual setting of the sun. In the winter, it's easy to go after shadows because you have a white surface, and that white surface reflects those shadows so much. I mean, the contrast between the white and the brown or the black is outstanding. Look here, if you look at this particular image over here, this is beautiful. The trees, look at the trees. I mean, these are a lot. Some of these are aerial shots, yes, but again, taking your subjects running towards you in contre-jour, d'avoir vos sujets qui courent vers vous et le soleil qui est complètement de l'autre côté d'eux, ça fait quand même une belle histoire pour justement conter l'histoire artistique. Enlever le sujet, puis vous chercher juste l'ombrage en temps. Tu sais, ici, c'est un autre exemple ici de le montgolfière. So this is basically what I thought would be nice to be giving out as a challenge. Whether you shoot it in color, whether you shoot in black and white, the color and the black and white, the big difference is, black and white being your shadows are dark and your bright parts are white. It might be a little bit easier to shoot at that point to create the image that you're looking for, but you can do as much in color as you can in black and white, or I should say the other way around. As much as you do in black and white, you can also produce the same or just about the same image in color too. What you have to do when deciding between the two is the conscious decision you have to make is the way that I think about it. Is the color distracting, or shooting the image in color, is it distracting from the story? And in that case, would it be more concrete in black and white? And in black and white, it's the opposite. Would there be more content to my story if I shoot that image in color? Because don't forget, not every color photo looks good in black and white, and not every black and white makes a good color photo. Okay? You with time and with practice, you will see this posted on your Facebook site. Mark, I need context when you give me these types of messages. So when you're trying to decide between black and white and color, that's where the real eureka moment is. Does that color give more content to my story, to my photo, or does the content come from removing all of the distraction of color so that we see really the elements, the physical elements of the image that make that photo? C'est-à-dire que souvent j'ai le questionnement de comment est-ce que je décide entre prendre une photo en noir et blanc versus en couleur. Et puis je t'avoue que
moi, je suis un photographe encore au cœur, je suis encore un photographe noir et blanc. Pour moi, il n'y a rien en temps normal. Qu'est-ce que... euh, je veux dire, quand je travaille en noir et blanc, je pense en noir et blanc. Et je mets tous mes appareils photo en noir et blanc en même temps. L'avantage, c'est que pour moi, on peut dire que la partie paresseuse pour moi, c'est que vu que j'ai des 100 miroirs, j'ai un viseur électronique. Donc, quand l'appareil photo est en noir et blanc, mon viseur est en noir et blanc, je sors mes compositions mieux, en le sens que je vois déjà avant de même prendre la photo pour décider si je vais le prendre en noir et blanc ou en couleur. Tandis que quand on faisait de la photographie en pellicule, où on ne voyait pas l'image instantanément, fallait toujours imaginer en noir et blanc, fallait qu'on prenne notre vision qui est totalement couleur, qu'on s'en va chercher 8 milliards de couleurs dans des tons de couleur en tant que tels. Fallait imaginer ton noir et blanc. Tandis qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin. Puis oui, je sais qu'il y en a certains de vous qui se demandent, ben oui, mais AJ, si je mets mes appareils, pourquoi je mettrais mes appareils en noir et blanc quand je coupe tellement d'informations? Comprenez une chose, quand je travaille en photographie, dans tous mes boîtiers, ils sont toujours en JPEG et RAW. C'est-à-dire que quand vous photographiez en JPEG, l'appareil photo fait l'exportation en noir et blanc, puis vous perdez toutes les autres informations qu'il n'y a pas besoin pour finaliser cette photo-là. Tandis que quand tu es en RAW, tu as un aperçu JPEG dans la photo de RAW, dans le fichier RAW en tant que tel, mais ton fichier RAW est complet de ce que ton capteur a capté. Et je t'avoue que je n'imprime jamais d'un JPEG. J'imprime seulement un fichier RAW que j'ai traité par après dans mon Lightroom ou dans le logiciel, mon SilverFX, que j'utilise pour faire mon noir et blanc. Excusez, je vais prendre une autre gorgée. So for those of you who want, who want to understand a little bit more my process of black and white, I'm in the process of building an episode just on black and white from capture to print. And that is that, and this is again another advantage about digital photography today, currently, is the fact that our sensors, as much as they capture 8 billion colors, having a mirrorless camera means that my viewfinder is digital. Therefore, if I put the camera in black and white, I visually see through my viewfinder black and white, which in that capacity helps me compose my black and white photo better and faster than if I had to do what I used to do when I was shooting film, and that is basically imagine my color world in black and white. Okay? I don't base my exposure on what I visually see. I base my exposure constantly, always on my histogram. But as far as the composition goes, having it in black and white allows me to visualize better my story. And what does a photographer do? What is the job of a photographer? The photographer's job is always and foremost to tell a visual story. That story has to be concrete. That story has to be true to whatever I'm trying to represent, to whoever I'm trying to represent of the person that I'm shooting or of the thing that I'm shooting. Okay? I can't put more emphasis on that than the story, the story, the story. Okay? It doesn't mean that there isn't times where, shooting that instant photo, comes in handy. It does. But as the photographer, you want to be more proactive than reactive. Okay? And that's how you will find your vision, find your voice visually. The more that you're prepared for what subject you're shooting. Plus que vous êtes préparé, plus que vous êtes organisé en façon, ou en fonction de comment est-ce que vous prenez votre photo, c'est là où ce que vous allez évoluer
à faire de meilleure qualité de photographie. OK? C'est hyper important. T'sais, le photographe, il faut qu'il soit proactif, pas réactif. Il y a certaines situations que ça l'appelle pour justement le, euh, le réactif, la réaction du photographe à la situation en face de lui. Mais même à ça, plus que vous êtes préparé, plus que vous êtes pratiqué, plus que vous allez réussir à voir la photo que vous attendez d'avoir. Pas le photographe que vous espérez que l'appareil va peut-être vous donner en réaction à ce que vous voyez. Okay? So, guys, we've come out to another hour again. I thank you all very much for your support. Don't forget, if you enjoyed the episode, like the episode. If you're not already subscribed, please subscribe to the channel. Also, if you're not, if by chance you can't find the Facebook group for the weekly challenges, please by all means send me a Facebook message, send me an email, notify me, and I'll add you to the Facebook group. For those of you who don't know how to reach me, here are my connection points that you can use. N'oubliez pas, si vous avez bien aimé l'épisode, s'il vous plaît, pesez sur le bouton like. Et aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous aimez les épisodes qui ont déjà passé en diffusion live, s'il vous plaît, abonnez si vous n'êtes pas déjà. Si jamais vous voulez me recontacter en dehors de les diffusions en direct, vous pouvez toujours me rejoindre par mon courriel ag@ andrew-james.ca. Si vous voulez voir mon site web ou aller voir les autres points de contact pour les réseaux sociaux, vous me chercher sur Linktree, so linktr.ee, barre oblique, A majuscule, J majuscule, point, G majuscule, ENTILE. Puis ça va donner toutes les coordonnées que vous allez pouvoir me rejoindre en fonction de Facebook, Instagram, LinkedIn, you name it, it's all out there. And hopefully we'll see you next Tuesday. I'll be putting again, I haven't had a chance to do it yet. I'm sorry. It's been again one of those weeks, but I will be putting up the episodes well in advance of what I'll be not that I'll be putting them up an hour or 2 hours or 3 hours before I actually present, but and then again, you also have little smaller videos or maybe longer videos. It all depends on the subject. But you'll also have videos in the video part of my YouTube channel. So, without any more ado, oh, wait a minute. I just want to check something really quick here. Mark, I think, posted something just before we go. Let's have a look at our Facebook page. I think Mark posted something. And don't forget to, if you want to check on one of the, I think it's one of the first posts I posted, if you don't want Facebook to manipulate the photo that you're uploading to the to the group, to the albums, you can do so. You can find out what the requirements are for the exported file to be sent up, so that the Facebook engine does not compress your image as far as colors go, and also as far as quality goes. Give me a sec. Here we go. So Mark a déjà envoyé une photo comme exemple en fonction d'ombrage, puis ça c'est un parfait exemple. Regardez comment est-ce que pas la vitrail, excusez, la lentille de les lunettes ici crée le cœur sur
voyons, la semelle, ça se dit-tu la semelle du livre? En tout cas, the binding of the book. You'll notice here how Mark's glasses here create that heart-shaped shadow on the book using that one rectangular lens, which is fantastic. It's a beautiful example of. And you know what? We're just going to check and see. Did Mark put a post topic on this? He didn't. Ha ha. Gotcha. So here we're going to put this one right into shadows right away. And let's just check really quick. So the post topic is set, and you'll notice up here if you go into media and you go into albums, Mark, I think he already put it. No, he didn't. Here is the weekly challenge for the album. I mean, this is the eighth weekly challenge album that you can submit all of your photos to. It just makes it that much easier for all of the images to be together in one album. Or if not, then you can post them straight to the page or straight to the group and just put them in the post topics. I usually do this before I do the presentation, which will happen next Friday again as usual. We're going to keep that for now at 3:30. Don't forget Tuesday. I'll be back Tuesday at between 7:30. I'll be there to present our next subject. I thank you all very much. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. C'est une très belle fin de semaine. J'ai hâte ce soir. Ça va être une belle soirée pour faire. Moi, particulièrement, je sors pour faire quelques photos de la Voie lactée en paysage. Fait que j'ai hâte à faire ça ce soir. Fait que je vous souhaite une très belle fin de semaine. I thank you all again for following. I want you all to have a wonderful week, and we will be seeing you in the next few days. Take care, all. Have a good week.